Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Samuela, il y en a certains d'entre vous qui me connaissent en tant que Sam Timber. Peut-être que vous ne me connaissez pas du tout, mais qu'importe parce qu'aujourd'hui il ne s'agit pas vraiment de moi. Je suis avec Melchior Harlem Bakenga. Coucou Melchior, Salut Samuela. how are you? Good and you? Ça va aussi, merci. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de paternité, de ce que c'est que de grandir sans père, d'un sujet assez peut-être difficile, peut-être intéressant, peut-être que vous avez vécu la même chose, peut-être que pas, mais c'est un sujet qu'il est sans aucun doute important d'aborder aujourd'hui. C'est un sujet dont tu m'avais fait part il y a presque un an déjà, je me Mhm. rappelle. Tu m'avais fait part de combien tu voulais en fait, combien c'était important pour toi de pouvoir partager ça, au-delà d'extérioriser, pouvoir le partager avec les autres en fait. Avant d'aller directement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, bah, moi c'est Harlem, j'ai 22 ans et je suis un passionné de mode, d'art en général et de plein d'autres choses. Je pense Ok, que ça va. c'est déjà très bien comme présentation. Ok, bah, pour entrer directement dans le vif du sujet, pourquoi ça a été important pour toi? Pourquoi est-ce que c'est vraiment, tu as vraiment à cœur en fait de partager ce sujet vraiment au-delà, encore une fois, d'extérioriser ou d'en parler avec quelqu'un à l'extérieur, vraiment le partager avec les gens qui peuvent nous suivre aujourd'hui? On parle beaucoup de ce que peuvent vivre les femmes. À aucun moment je diminue euh, les mauvaises expériences que les femmes peuvent vivre. Mais je pense que c'est aussi important de parler de ce que certains hommes peuvent vivre et notamment de ce que moi, j'ai pu vivre. Ça reste important pour moi de le partager parce que j'estime que bah, j'ai vécu quelque chose, j'ai vécu des expériences qui ont pu être traumatisantes et je pense que certains hommes aussi l'ont vécu. Et pour moi, ça reste quelque chose d'important à partager. Si ça peut aider une personne, ça peut aider un homme, Mhm, ou si ça peut aider un enfant ou un homme en devenir. mhm. Oui, ça reste très important pour moi ça restait important pour moi de partager mon expérience et de pouvoir potentiellement inspirer et aider une personne. Yes. On va revenir à la genèse des choses. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton enfance, ton parcours, vraiment cette partie de ta vie qui a fait que du coup on est là aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous parler du début jusque avant ta jeunesse à peu près? Ok, alors moi je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis venu en France à peu près l'âge de 6 ans. J'ai grandi en fait avec ma mère et ma grande sœur. Et du coup, mon père vivait déjà en France. Ok. Donc j'ai grandi avec ma mère et ma grande sœur. Et j'ai pas vraiment pris le temps on va dire, de grandir avec mon père. Ok. J'ai un peu appris à découvrir mon père lorsque je suis venu en France, donc à l'âge de 6 ans à peu près. Et, voilà, bah, du coup, on a grandi en famille. Si je peux un peu parler de ma relation avec Mhm. mon père était très fort de caractère. Et étant donné que je suis le seul garçon, il a toujours beaucoup attendu de moi, Mhm. que ce soit à l'école ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Il avait un peu si je peux dire, cette jalousie, entre Ok. guillemets, du fait que je sois très proche de ma mère et que lorsque j'ai un problème, en fait, je me tourne directement vers ma mère et pas Mhm. vers lui. J'avais pas cette habitude-là, étant donné que j'avais pas forcément grandi avec lui. Mhm. Donc, en fait, c'est comme si j'apprenais vraiment à découvrir mon père Ok. en venant en France, tout simplement. Et, et du coup, ça fait que mon père, comment je peux dire ça? Au lieu de prendre conscience du fait que ah, bah, je suis un enfant qui aime son père, Mhm. en fait, je le craignais plus qu'autre chose. Ok. Donc, c'était plus de la crainte que, on va dire, l'amour était un peu enfui. C'est pas que j'aimais pas mon père, Mhm. mais je ressentais beaucoup plus de crainte Mhm. vis-à-vis de mon père parce que bah, je savais qu'il avait beaucoup d'attentes vis-à-vis de moi. Je savais que à l'école, je devais être parfait. Je savais que je devais être tout le temps comme ça, correct, etc. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai grandi. Euh, il est mort en 2016. Il est mort en 2016 et, jusqu'à aujourd'hui, je grandis sans père, tout simplement. Ok. Est-ce que tu peux nous parler à peu près peut-être de la période de son deuil, comment ça s'est vécu au niveau de la famille? La période du deuil Mhm. ou la mort en elle-même. Bah, les deux. Euh, C'était très compliqué, honnêtement, au niveau de la famille. Je t'avoue qu'à cette période, je ne comprenais pas trop. Mhm. Je considère pas que j'étais si conscient que ça. Je comprenais pas trop. Je voyais les gens à la maison en train de pleurer.
Et en fait, moi, mon père, je l'ai vu mort sur son lit d'hôpital Mhm. parce qu'on n'a pas voulu me l'annoncer, mais j'avais compris ce jour-là. Donc, de moi-même, j'ai pris la décision. En fait, j'étais chez mon oncle ce jour-là, je dormais chez mon cousin. Mhm. Et en fait, je l'ai compris. Mon cousin voulait pas me laisser sortir et j'ai dû forcer. Donc, je suis sorti et je suis allé jusqu'à Paris, donc jusqu'à l'hôpital. Je suis arrivé, ils n'ont pas compris en fait ce que je faisais là, puisque j'étais pas censé être là, tout Mhm. simplement. Et bah, je suis arrivé, je l'ai vu mort. C'est à ce moment-là que j'ai pleuré. Mais après ça, comme si j'avais. Enfin, j'ai pas. En fait, j'ai pleuré sur le moment et c'est comme si les jours d'après, j'ai totalement oublié. Ok. Donc en fait, j'avais pas l'impression de vivre en fait ce moment de deuil avec ma famille. Mhm. Moi, je sortais, je faisais ma vie pendant que à la maison, ça pleurait. Ok. Donc j'avais pas vraiment l'impression de vivre ce moment de deuil avec ma famille et ça m'a rattrapé longtemps après, Mhm. malheureusement. Donc c'est un peu comme ça, je peux dire que j'ai vécu mon deuil. Après, à la maison, on n'en parle pas de manière très explicite. Euh, je sais pas comment chacun vit son deuil. Moi, je l'ai vécu à ma manière. Et aujourd'hui, je sais pas si mes sœurs l'ont réellement vécu. Mais on n'en parle pas réellement. Mais on n'a pas non plus de problème à en parler. Ouais. Ok. Donc voilà. Wow. Mais du coup, bah, j'allais parler du fait que bah, quand tu vis pas le deuil directement, on entend, enfin, on voit souvent les histoires, des témoignages, même les psychologues qui en parlent du fait que bah, certains hommes ou certains enfants, tout simplement, qui ont perdu leurs parents très jeunes, quand ils font pas le deuil à ce moment, ça les rattrape quelques années après, Mhm. ou parfois ils arrêtent de grandir jusqu'au moment où ils décident vraiment de faire le deuil. À quel moment, du coup, toi, tu as fait ton deuil? Euh, J'aime dire que mon deuil s'est déclenché Mhm. en 2021. Ok. Mon deuil s'est déclenché en 2021 euh, suite à un événement tout bête, hein. J'écoutais de la musique le soir Mhm. et il y a un son que Spotify m'a mis de manière très aléatoire. Mhm. Il y a un son que Spotify m'a mis de manière très aléatoire d'un artiste que mon père écoutait tout le temps et que j'écoute jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et en fait, cette musique-là, de moi-même, je ne l'écoutais pas et ça m'a fait un choc. Ok. Donc, dès que le son il est passé, j'ai pleuré toute la nuit. Mhm. J'ai pleuré toute la nuit. Et, et c'est à partir de ce moment-là que mon deuil s'est déclenché parce que en fait, j'avais l'impression que c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ah ouais, il me manque quelque chose en fait. Mhm. Je le disais, mais je pense que j'en avais pas réellement pris conscience. Et je me suis dit, ah ouais, bah, il y a quelque chose qui manque dans ta vie en fait, ton père. Mhm. Et mon deuil a commencé réellement à partir de ce jour-là. Les jours d'après devenaient assez complexes parce que du coup, je commençais à être de plus en plus conscient Mhm. du fait que bah, il me manque une figure masculine. Mhm. Euh, D'un côté, je suis content parce que ça me permet chaque jour de me découvrir et Mhm. de comprendre certaines de mes blessures et d'en découvrir de nouvelles même. En fait, il n'y a pas de mauvais côté, je suis content. Wow. Ok. Honnêtement, je suis content. That's cool. Et bah, comment, du coup, tu as entamé cette période de deuil? Et est-ce qu'il y a aussi bah, ce processus de guérison? Comment tu l'as entamé? Comment est-ce que tu as fait pour prendre soin finalement de cette partie de toi que tu as découvert à ce moment-là? Ok. Euh, j'ai compris suite à une relation que j'avais des complications, c'est-à-dire que je reposais beaucoup. euh, En fait, je mettais tout sur cette personne-là. Mm. Et, et en fait, j'ai compris que par la suite, euh, en fait, j'avais un peu cette. Très rapidement, j'ai développé cette dépendance affective où, en fait, j'en attendais beaucoup de cette personne et j'en attendais. En fait, je commençais même à en attendre beaucoup des personnes de mon entourage, en fait, Ok. notamment mes amis. Mhm. Et, et après ça, en fait, je me suis dit, effectivement, en fait, ça a mis la lumière sur certains de mes défauts, Mm. certains de mes troubles. Je me suis rendu compte oui, effectivement, tu as des troubles. Et il faut que tu apprennes à mettre le doigt sur chacun de ces troubles-là Mhm. et à comprendre comment les guérir. Euh, j'ai un peu été mon propre, et je suis un peu, jusqu'au jour d'aujourd'hui, mon propre psychologue. Mhm.
heureusement, la psychologie est un domaine qui m'intéresse énormément. Euh, et franchement, je trouve que je me débrouille pas mal, honnêtement. Mais ouais, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis un peu mon propre psychologue et j'apprends en fait. J'apprends tout simplement à me dire, à discerner chacun Mhm. de mes troubles et à me dire que oui, effectivement, sur ce point-là, euh, tu dois apprendre à gérer les choses Mhm. autrement en fait. Tu dois apprendre à accepter surtout. Ouais. Pour guérir quelque chose, il faut d'abord l'accepter. Mhm. Tu dois apprendre à accepter et, et en fait, et tu dois pas chercher à toujours tout reposer sur les autres. Non. Mhm. C'est, tes émotions ne sont pas dépendantes des autres. En fait. Yes. Tu ne dépends pas des autres, mais tu dois apprendre en fait, à avoir la main sur ce que toi tu ressens. Mhm. Et c'est à partir de là que j'ai commencé un peu ce processus de guérison où en fait, je faisais vraiment attention à, à tout ce que je pouvais ressentir Mhm. et même à mes réactions vis-à-vis de certaines remarques, vis-à-vis de certaines attitudes Mhm. de mes proches. Bah, j'ai commencé à faire attention, à me dire, ah oui, là, c'est ta blessure qui Ok. réagit, c'est pas toi en fait. Mhm. De quelle manière maintenant tu peux faire en sorte que euh, d'agir autrement. Mhm. Et c'est comme ça que j'entame jusqu'au jour d'aujourd'hui mon processus de guérison. Ok. Donc, tu as parlé du coup du trouble, enfin de troubles. Tu as parlé de la dépendance affective. Et c'est vrai que quand on perd un parent, il y a plusieurs troubles, plusieurs conséquences. Donc, il y a les troubles externalisés qui vont être avec le comportement, donc l'hyperactivité, la violence, etc. Et les troubles internalisés, dont la dépendance affective, ou bah, tout ce qui est dépression, tout ce qui est les difficultés à maintenir peut-être une relation. Au-delà de la dépendance affective, quand tu regardes avec du recul à la période de 2016 jusqu'à aujourd'hui 2024. Est-ce qu'il y Mhm. a d'autres troubles aussi que tu as remarqués chez toi? Euh, j'ai commencé à développer beaucoup d'états dépressifs, Mhm. beaucoup de tristesse. Euh, je me sens, enfin, il m'arrive, aujourd'hui j'apprends encore et je suis encore dans ce processus de guérison, mais à un certain temps, je me suis rendu compte que je ressentais très, très rapidement l'abandon Ok. pour tout et n'importe quoi. Euh, j'ai vu que je commençais à développer beaucoup de colère aussi. Mais je pense, enfin, je l'ai développé, mais je pense qu'en fait, je l'ai développé avec le temps. Mhm. Et une fois que j'ai commencé à comprendre certains de mes troubles, bah, en fait, j'ai juste en fait compris que en fait, c'était une colère que j'avais juste Ouais. accumulée. Et en fait, j'ai commencé à l'extérioriser, en Mhm. fait. Parce que je suis pas de nature, enfin, je vais pas mentir, je suis de nature assez colérique, mais ça va jamais très loin. Ouais. Et en fait, j'ai commencé très rapidement à extérioriser ces colères-là. Et, et je me suis rendu compte que oui, en fait, c'est pas normal. Mhm. L'abandon, c'est un sentiment que je ressens très fortement. Mhm. Mais je me suis rendu compte que c'est réellement le gros point. Pour peu, je peux réellement sentir que ah oui, la personne, elle m'abandonne, en fait. Mhm. Et, et quelque part, en fait, ce sont des choses qui te poussent à te renfermer sur toi-même. Parce que, en fait, même en te renfermant, tu cherches à avoir l'attention. Mhm. Ok. En fait, comme tu te sens abandonné, tu veux être dans ton coin. Et en étant dans ton coin, tu veux montrer que tu es dans ton coin pour qu'on Ouais. vienne vers toi Mhm. et qu'on te demande, mais en fait, qu'est-ce que tu as, tu vois. C'est un peu une manière de quémander, entre guillemets, Mhm. l'attention. Et ça, je l'ai très vite remarqué. Je me suis dit, c'est un problème. Après, je suis une nature assez solitaire Mhm. et introvertie. Et j'ai grandi comme ça depuis mon plus jeune âge. Donc, j'ai très vite compris que la solitude que je développe n'est plus une solitude bienveillante, Mhm. mais c'est tout simplement une recherche d'attention. Yes. Ok. Et c'était quoi déjà ta question? En gros, je demandais bah, quel autre trouble bah, que t'avais remarqué. Ok. Là, tu parlais de l'abandon, du coup. Oui, du coup, oui, l'abandon. euh, euh, je, je sais que beaucoup euh, développent de l'anxiété aussi. Mhm. Je saurais pas te dire si vraiment j'ai développé de l'anxiété. Je sais pas vraiment ce que Yes. c'est que l'anxiété. Ouais. Donc peut-être que j'en ai, mais je Mhm. ne sais pas comment ça se manifeste. Euh, euh, je suis beaucoup à la recherche aussi, Mhm. à la recherche d'attention.
C'est quelque chose qui m'arrive très souvent. Aujourd'hui, beaucoup moins parce que voilà, je travaille dessus. Mais t'as ce truc où, voilà, comme je reviens sur la solitude, tu recherches beaucoup l'attention en fait Mmh. de tes proches et tu en attends beaucoup des autres. Mmh. Tu attends des autres qu'ils puissent, entre guillemets, remplir un certain rôle et qu'ils puissent en fait euh, combler ton vide Mmh. quelque part. Euh, j'ai- Après, je ne sais pas si je peux définir ça comme un trouble aussi, mais j'ai remarqué qu'en fait, ce que j'attends d'un père, je le projette sur moi. OK. C'est-à-dire que pour moi, un père, il doit être fort. Mmh. Pour moi, un père, il doit être présent. Pour moi, un père, il doit apprendre à savoir gérer les situations. Mmh. Euh, pour moi, un père, il doit travailler. Mmh. Il doit être, ça doit être une personne euh, responsable, une personne. En tout cas, c'est ma vision pour moi. Mmh. Moi, personnellement, ma vision du père, une personne respectable, Mmh. avec des principes et des valeurs. Et ce qui fait qu'en fait, je me mets une très grosse pression. Mmh. Je me dis, tu dois être comme ça, tu dois faire les choses comme ça, tu dois travailler comme ça, tu dois gérer les choses comme ça, tu dois penser à ça. Et en fait, j'essaie de, entre guillemets, de manière très inconsciente, refléter euh, le père parfait que j'aurais voulu Mmh. avoir sur ma propre personne. Et, euh, et ça fait que je deviens très dur avec moi-même. Je suis jamais satisfait. Mmh. Jamais satisfait. Je peux faire la chose dont j'ai toujours rêvé. Et en fait, même si je l'ai accompli, pour moi, c'est pas un accomplissement. Parce que je me dis encore plus. Euh, c'est drôle parce qu'un jour, ma sœur me disait, tu m'as jamais appelé pour, tu m'as jamais appelé pour pleurer de joie. Mmh. Toujours quand tu m'appelles, tu pleures de tristesse. En fait, c'est une réalité. Et elle me disait, pourtant, tu as fait des choses dans ta vie Ouais. et tu peux en être fier, mais jamais tu m'as appelé en pleurant de joie, en Mmh. disant, purée, je suis fier de moi, tu vois. Et c'est une réalité. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'on me pose la question, est-ce que tu es fier de toi? Je n'arrive pas vraiment à dire si je suis fier de moi ou pas. Mmh. Juste, je me dis, bon, je suis là et je fais en sorte justement de pouvoir être fier Ouais. de moi plus tard. J'ai très vite compris que j'avais aussi le, le, le syndrome du sauveur. Je... Mais lorsque mes proches m'apportent une situation, j'ai ce besoin de prendre le contrôle. Mmh. J'ai ce besoin de prendre le contrôle. J'aime très rapidement contrôler aussi. Contrôler. Pour moi, tout doit être contrôlé. Ma vie doit être contrôlée, mon emploi du temps doit être contrôlé. Les Mmh. personnes avec qui je parle, je dois avoir le contrôle sur tout. Et c'est un très gros défaut que j'ai. Oui, du coup, je suis de nature très contrôlante. Et oui, pour revenir au syndrome du sauveur, ouais, j'ai ce besoin de... Je crois que je peux sauver tout le monde. Mmh. Je crois que je peux aider tout le monde. Et je pense que c'est quelque part aussi ce qui fait que je suis là, en fait. Parce que je me dis, bah, peut-être que je peux apporter quelque chose dans la vie d'une personne. Mmh. Euh, mais oui, ça aussi, j'apprends un peu à canaliser le truc. Pour l'instant, c'est les choses que j'ai remarquées chez moi. Ah, c'est super intéressant. La première chose déjà dont tu as parlé, c'est bah, le fait de te sentir abandonné. Alors que parfois, on peut penser que il y a que ceux dont le père est parti, genre qui a quitté la maison et qui est juste vivant quelque part, qui peuvent ressentir ce sentiment. Alors que là, c'est ton père qui est parti parce que bah, voilà, il repose en paix. Mais tu as quand même ce sentiment d'abandon. Mm. Et même le fait que tu projettes cette image de père que tu aurais voulu sur toi-même, c'est vrai que personnellement, c'est très rare. C'est très rare d'entendre ce genre de témoignage, tu cherches à combler ce vide, notamment en recherchant ce père en toi-même. Mais est-ce que ça t'est arrivé de rechercher cette figure paternelle, ce père, dans ton entourage, peut-être dans ta famille, dans tes relations? Est-ce que ça t'est arrivé de chercher ce père à l'extérieur, en fait, de Bien toi? sûr, bien sûr, ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs. Plusieurs fois d'ailleurs. Et ça, je pense que c'est aussi une manière. Bah, en fait, c'est tout simplement la manifestation de la dépendance affective. Mhm. C'est vrai. Tu vois. C'est une manifestation de la dépendance affective. Tu cherches en fait à combler le vide Mhm. qui est mon père, en fait, tout simplement, auprès de d'autres personnes qui n'ont pas en fait l'obligation d'avoir ce rôle-là. Ils sont pas, ils ont pas été mandatés pour ce rôle-là, tu Mhm. vois. Et, euh, et tu en attends en fait finalement beaucoup dans tes relations. Et je sais que j'ai pu avoir des discussions avec des personnes aujourd'hui qui, euh, qui recherchent, euh, comment je peux dire ça? Qui recherche une figure paternelle aussi?
Oui, bah oui, j'ai pu avoir des discussions avec des personnes qui, eux aussi, sont en recherche de figures OK. paternelles, et notamment des garçons Mmh. qui, bah, à cause de ce manque de figure paternelle, cherchent en fait justement cette figure paternelle auprès de d'autres garçons, Mmh. tu vois. Et, et malheureusement, oui, en fait, tu le cherches auprès de toutes les personnes de ton entourage. Mmh. Et en fait, tu as ce besoin ah, je veux que cette personne puisse combler en fait Mmh. ce que moi-même, j'arrive pas à combler en fait. Mmh. Alors que finalement, tu es responsable. Il est de ta responsabilité d'apprendre à vivre avec ça, Ouais. et d'accepter que tu dois toi-même, de toi-même combler ce vide, Mmh. tu vois. OK. Comment du coup appris, comment tu apprends à être un homme dans cette société en plus, bah, sans cette figure paternelle? Euh, Ce qui est peut-être paradoxal, c'est que ce qui est peut-être paradoxal, c'est que le fait de vouloir retranscrire ce père-là que j'ai toujours voulu en moi Mmh. m'aide à aller de l'avant Mmh. et à me dire que, quoi qu'il arrive, je dois réussir. Ouais. Euh, Lorsque tu es dans ce type de situation, et surtout que moi, je suis le seul garçon à la maison, Mmh. on en attend beaucoup de toi. On attend que tu puisses, entre guillemets, être la relève. Euh, et tu as un peu cette pression-là, quelque part. Sauf que moi, cette pression-là, je l'ai eue depuis mon plus jeune âge, puisque mon père en attendait déjà de moi. Aujourd'hui, ce sont des femmes qui en attendent de moi. C'est une pression que j'aime pas forcément, parce que j'estime que j'ai pas forcément de, je vais pas dire de compte à rendre, mais j'ai Mmh. pas forcément enfin, j'ai pas forcément cette obligation de Mmh. devoir, euh, moi, tout faire pour pouvoir, entre guillemets, relever, si je peux dire ça, une famille. Ouais, Je ne sais OK. pas Ouais. si je m'exprime bien, mais quelque part, je me sens obligé de le faire, ce qui est paradoxal, parce que j'ai moi-même cette pression de je veux devenir cette personne-là, je OK. veux devenir entre guillemets, ce père que j'essaie de retranscrire en Mmh. moi. Et dans la société, on en attend beaucoup d'un homme aussi. On attend que l'homme soit fort, on attend que l'homme ne pleure pas. Enfin, c'est aujourd'hui que- qu'on voit un homme, hein. Mmh. L'homme est super viril, l'homme ne pleure pas, l'homme endosse tout, Mmh. l'homme gère tout, parce que bah, c'est lui qui sera amené à épouser une femme, etc. Et j'estime que aujourd'hui, en tant qu'homme qui se construit, et même même si jamais il y a des jeunes qui regardent cette vidéo, en tant que jeune et en tant qu'homme en devenir, Mmh. on n'a pas forcément une masculinité à devoir à quelqu'un, Mmh. tu vois. Euh, Chacun est comme il est, chacun se construit comme il est, et on n'a pas de masculinité à rendre à quelqu'un, tu vois. Euh, la société en attend beaucoup de l'homme, mais aujourd'hui, la société évolue, les choses évoluent, euh, tous les hommes ne sont pas identiques, Mmh. tout être humain n'est pas identique. Donc, on n'a pas, en fait, à devoir être, enfin, correspondre à un certain type Mmh. d'homme, Ouais. tu vois, pour satisfaire la société, Mmh. tu vois. Enfin, Chacun se construit ouais, comme, chacun se construit comme mmh. il veut, tu vois, et comme il l'entend et comme il le sent. Donc, ouais, je trouve ça un peu dommage qu'on en attende autant de l'homme. Mais il faut aussi comprendre que, enfin, on n'est pas des machines, tu vois. On est des êtres humains. On n'est pas programmés pour agir comme ça, d'une Mmh. certaine manière. Et, enfin, les règles entre guillemets, la société n'est pas indéréglable, Mmh. pardon. Enfin, les choses évoluent dans la vie, et puis voilà, tu vois. Donc, moi, je me concentre juste sur ce que j'ai à faire. Mmh. Je sais où je vais dans la vie. Je sais ce que je veux dans ma vie. Et je travaille pour, tout simplement. Je ne me pose pas de questions, je ne cherche pas à me dire oui, je dois être comme ça ou comme ça, non. OK. Si petit exercice, hein, Mhm. si demain tu devais avoir devant toi, du coup, le petit Melchior, peut-être avant 2016, si tu devais l'avoir devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Mhm.
Euh, je dirais que je dirais que tu dois avoir le mental. Je dirais que tu dois avoir le mental. Et en dépit de tout, je dirais que contrairement à ce que les autres pensent, ou contrairement à ce que toi tu penses de toi, tu es beaucoup plus fort que ce que tu penses. Et plus tard, tu seras beaucoup plus fort que ce que tu penses, tu vois. Je dirais ça. Je dirais de se préparer et, et de davantage prendre confiance en lui et d'être davantage conscient de ce qu'il a en lui. Parce qu'il a bien plus. Ça ne s'arrêtera pas qu'à la mode. C'est ce que je lui dirais. Et qu'il peut vivre sans père. Ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est la même chose que tu te dirais à Melchior aujourd'hui, genre devant le miroir? Oui. Waouh. Et- ouais, je lui dirais exactement la même chose. Que sois plus confiant. Mm. Sois plus confiant et tu es capable de faire bien plus. Ta vie s'arrête pas, s'arrête pas qu'à la mode. Parce que la mode, comme je disais, c'est ma passion. Mm. Et j'ai toujours su, pour moi, ça a toujours été une évidence que j'allais faire de la mode, j'allais dessiner des vêtements, etc. Mais ton intelligence va au-delà de la mode. Mm. Tu es intelligent sur plein d'autres domaines. C'est ce que je me dis, enfin, c'est ce que j'essaie de me dire quotidiennement. T'es beau et t'es intelligent. Franchement, toujours waouh, toujours tout ce qu'on aime en fait. Mais juste pour revenir sur une chose que tu disais plus tôt, le fait que du coup tu recherches en toi le père que tu aurais voulu avoir. Est-ce que au-delà du coup de vouloir de chercher en fait à être satisfait, à être fier de toi en fait, est-ce que il t'arrive de vouloir honorer ton père aussi? Je ne saurais pas le dire. Mm. Honnêtement, je ne saurais pas le dire. Mais c'est vrai que je vis avec le constant questionnement. Qu'est-ce qu'il penserait de moi aujourd'hui? Mm. Et malheureusement, euh, si j'avais juste une question à lui poser, ça serait ça. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penserais, genre, est-ce que aujourd'hui tu dirais que je suis fier de ce que tu es, en fait, tu vois? Et je me questionne toujours sur ça. Genre, aujourd'hui, là, s'il apparaît devant moi, est-ce qu'il dirait, ouais, enfin, je suis fier de toi, Mm. je suis fier de ce que tu es en train de devenir, ou est-ce qu'il me dira non, tu vois? Et ouais, malheureusement, je vis constamment avec cette question. Et, euh, et en fait, j'ai un peu comme ce sentiment d'inachevé. Mm. Je me dis, purée, il n'a pas pu voir ça, il n'a pas pu voir ça, il n'a pas pu voir ça. Et j'aurais aimé qu'il me dise ce qu'il pense de moi, en fait. Ok. Bah alors on arrive sur les dernières minutes de notre discussion, si aujourd'hui tu devais accompagner peut-être un jeune homme qui viendrait te parler après cette vidéo, parce qu'il vient de perdre son père par exemple, qu'est-ce que tu lui dirais? Quelles sont les premières choses que tu lui dirais pour le porter, peut-être pour l'aider à se relever, pour l'aider à entamer ce nouveau processus, cette nouvelle saison de sa vie? Euh, Après, j'aimerais juste préciser que certains n'ont juste pas vécu avec leur père, tu C'est bon vois. aussi. Certains n'ont juste pas ressenti l'amour d'un père Mm. parce qu'il n'a pas été assez présent. Et quelque part, c'est aussi, ça rejoint en fait le sujet d'aujourd'hui. Mm. C'est tout ça en fait qui englobe le sujet. Mm. Vivre sans figure paternelle, entre guillemets, ça peut être d'un point de vue physique, comme Mm. moi, mon père n'est pas là physiquement. Ça peut être d'un point de vue émotionnel. Mm. Le père n'est pas disponible émotionnellement. Et je dirais à cette personne qui considère et qui estime qu'elle n'a pas vécu avec cette figure paternelle, qu'en fait, tu dois apprendre à te comprendre, à comprendre qui tu es. Et c'est vrai qu'un père, ça reste très important, mais ton identité ne dépend pas de tes parents. Certes, ils font de notre éducation, mais l'identité, notre propre identité, on l'a construit avec le temps, avec l'âge, avec les expériences. Et j'aimerais qu'une personne, un jeune homme aujourd'hui, puisse comprendre que son identité ne dépend pas de son père. Son père n'a pas fait les choses, peut-être. Malheureusement, son père l'a peut-être quitté tôt.
son père n'a peut-être pas été présent émotionnellement, mais la vie ne s'arrête pas là. On se construit en tant qu'homme et si jamais toi, tu n'as pas reçu en fait l'amour de ce père-là que tu aurais voulu recevoir, sache que toi, tu es capable de le transmettre à ta descendance et aux personnes qui viendront ou même de montrer que tu peux être ce père-là auprès de la femme ou de la personne avec qui tu seras, tout simplement. Donc, c'est ce que je dirais en fait à un homme qui viendra me parler et qui soit concentré en fait et qui ne néglige pas l'importance de se comprendre, l'importance de comprendre qui on est, l'importance de gérer ses troubles, l'importance de guérir ses blessures et d'examiner sa personne, de s'introspecter, tu vois. Je dirais ça à un jeune homme. Wow. Donc vraiment, ce qui ressort de tout ce que tu dis, même de toute la discussion, je pense que c'est vraiment la notion d'identité, Oui. et d'être conscient de la personne qu'on est, de tout ce qu'on est en nous, de tout ce qu'il y a en nous, de tout ce qu'il y a dans notre cœur, Ouais, que ce soit des troubles ou des choses positives, en fait, c'est pour littéralement savoir, l'identité qui fait tout, en fait. savoir avancer. C'est Ouais. c'est l'identité qui te fait prendre conscience de qui t'es et qui te permet de marcher d'une certaine manière. Lorsque tu te mets en tête une certaine identité, tu marches en fonction de cette identité-là parce que tu as une vision de qui t'es et de qui tu voudrais être. Donc, à partir du moment où tu te visualises, où tu es visionnaire, tu te visualises et tu visualises, entre guillemets, ta destinée et entre guillemets, le point d'arrivée que tu aimerais atteindre, bah, tu marches en fonction. Donc, pour moi, l'identité, c'est quelque chose de primordial, que ce soit chez un homme ou chez une femme. En fait, chez tout être humain, il faut être conscient de son identité. Pardon. Et c'est très rassurant parce que du coup, bah, comme tu l'as dit, ça veut dire que même ce processus de restauration, de guérison ne dépend plus finalement de la personne qui est absente, mais juste de Exactement. nous. Et tant que nous, on est là, Exactement. qu'on peut développer cette identité, bah, c'est possible d'avancer, de continuer, de continuer la tête haute, quoi. Exactement. C'est totalement possible. Alors, merci beaucoup. Merci à Merci toi. beaucoup pour ton témoignage, pour ton histoire qui, je crois, vraiment, ça va vraiment, vraiment aider, vraiment aider un J'espère. homme à pouvoir se relever et aussi à se rendre compte qu'il n'est pas seul aussi. Parce que Effectivement. c'est vrai que des fois, trouver des personnes qui ont la même expérience et qui sont prêtes à nous écouter avec, avec cet espoir à nous donner que c'est Mhm. possible finalement d'avancer, ça va faire beaucoup, beaucoup de bien à beaucoup de jeunes hommes et peut-être à des hommes qui n'ont pas encore fait leur deuil. Merci encore, Melchior. Merci à toi. Merci beaucoup et puis on a hâte de te voir dans la suite. Tous les réseaux sociaux seront affichés soit sur l'écran, soit en barre de description, dans la zone de description. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager votre expérience, soit contacter Melchior également si vous avez besoin de parler de ce sujet, si vous avez vécu la même chose. En attendant, je crois qu'on se retrouvera très bientôt pour d'autres discussions, certainement. À très bientôt. À bientôt.